1, 2, 1, 2. Check, check. Allez, impeccable. Bonjour tout le monde. Donc, nous allons parler de la prise en charge du patient sportif avec les prises en charge en réathlétisation et surtout en programmation, avec des manières plus modernes de faire nos prescriptions en direction de nos patients. Et du coup, j'avais envie de laisser le micro à des experts de cette prise en charge. Donc, on va laisser le micro à Maxime Buret de la clinique du coureur, d'accord, et aussi de Sport Orthèse, et aussi à Pierre Poulain. Donc, ils ont effectivement deux casquettes un tout petit peu différentes, qui se rapprochent pour Pierre parce qu'il prend en charge aussi des coureurs à pied. Mais on a vraiment la casquette course à pied et prise en charge du footballeur, mais aussi course à pied, ça je sais. L'idée, c'est qu'on puisse échanger et que vous puissiez poser vos questions à ces deux thérapeutes qui ont cette casquette-là et cette compétence qui est quand même assez spécifique. Ils vont vous parler également des manières de prescrire, parce qu'il y a différentes manières de prescrire, et des manières de programmer en direction de ces patients. Donc, il y en a un de vous deux qui veut commencer à prendre la parole. Tu as le micro. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pierre Poulain, je suis kinésithérapeute sur Paris. Je suis kiné du sport. Ça fait maintenant 8 ans que je bosse. On fait des petites présentations, qu'on passe directement au sujet peut-être principal. Je viens d'ouvrir mon cabinet sur Paris. Je suis formateur aussi pour Kinésport, un autre organisme de formation en France et dans les dom-toms aussi. Voilà, j'utilise un outil de téléconsultation quotidiennement. J'utilise un outil qui me permet en fait d'envoyer des exercices aussi à mes patients. En fait, pour la petite histoire, et puis on va commencer par ça, quand j'ai commencé à travailler dans le football professionnel, c'était au Paris FC, en Ligue 2, il y a maintenant 5 ans. J'ai eu un besoin aussi de divulguer des exercices, de voir aussi montrer à ma population de footballeurs comment on devait faire aussi les exercices quand j'étais pas là. J'ai vu sur le marché ce qu'il y avait à l'époque et il n'y avait pas grand-chose aussi. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais les filmer moi-même. Et je pense qu'on est peut-être beaucoup de kinés à avoir fait ça au début, filmer nos propres exercices, les donner aussi avec son téléphone portable à son patient, puis il repart avec les exos pour les faire. Ça a commencé à mûrir comme ça dans ma tête et j'ai commencé avec plusieurs outils. Ça m'a permis aussi de faire mûrir un petit peu cet état d'esprit de téléconsultation dont j'avais maintenant besoin, que je montrais maintenant aussi au domaine libéral. Et j'ai désormais une pratique aussi de kiné en cabinet classique, mais j'ai aussi ouvert des créneaux sur de la téléconsultation. Et avec un outil dont on va forcément vous parler aussi aujourd'hui, je donne des exercices à mes patients d'une très très bonne façon. Je pense que c'est pour moi là le cœur de notre métier aussi, c'est ça qui les soigne. Et c'était là mon premier besoin. Donc voilà comment ça a commencé pour moi. Ouais, mais merci de vos présentations. Moi, Maxime Buret, du coup, je suis formateur à la clinique du coureur et je suis à Montpellier. Pareil, j'ai une activité un peu spécifique aussi parce que je m'occupe d'un centre de formation de basket, donc beaucoup de sport co. Ça va se rejoindre un peu dans les discussions. C'est des patients jeunes aussi. La difficulté d'aller créer de l'adhérence thérapeutique auprès des patients jeunes. Et aujourd'hui, c'est une vraie question d'actualité tous les jours sur le terrain. Comment arriver à les intégrer, comment faire les exercices et tout. Donc moi, je m'y suis beaucoup intéressé. Et sur la partie coureur, en fait, parce que je fais beaucoup de bilans de course à pied par mes collègues qui m'envoient aussi des patients. Et après, ces coureurs sont de plus en plus demandeurs d'exercices. J'ai pas trop envie de rentrer dans l'excès opposé de foutre des exercices à tout le monde. C'est vrai qu'on a la mode actuellement le patient il doit absolument ressortir avec les exercices. Donc quelle est la limite? Mais par contre, quand on met des exercices, il faut qu'il y ait une forte adhérence thérapeutique. Et là, je pense qu'on va en parler pendant un petit moment de cette adhérence thérapeutique. Et on a plein d'outils pour augmenter cette adhérence thérapeutique avec nos patients, quoi. Et en pratique, comme aussi j'ai une activité qui fait que je suis présent 2 jours et demi par semaine. Je fais moins de rééducation mais plus de bilan et derrière de prescription d'exercices. Il faut arriver à trouver des outils concrets dans notre quotidien. Voilà. Ouais, c'est ça. Je trouve que la pratique, elle évolue aussi beaucoup. Celle actuelle et celle que j'avais, qui était très différente peut-être il y a 8 ans, c'est que, je ne sais pas toi, si ça t'arrive de voir un patient et de ne pas le revoir pendant 6 semaines. Ouais, tous les jours. Tous les jours, voilà, moi aussi, et de plus en plus. Et je suis fort étonné aussi qu'à chaque fois, je me retrouve à simplement lui donner les bons exercices et la bonne programmation.
cette planification, elle est d'or et c'est ce que j'ai commencé à mettre en place aussi avec mes patients. Alors je les vois de moins en moins, donc du coup il me faut toujours aussi des nouveaux patients, ça c'est un peu le souci. Mais j'aime beaucoup cette façon de faire où je le revois finalement 6 semaines, 8 semaines après qu'il ait fait sa planif. Toi, j'imagine que tu parles beaucoup et tu as beaucoup de coureurs aussi au cabinet. Ouais. J'ai pas mal, j'ai des triathlètes souvent et je fais aussi beaucoup de remise en charge de course à pied sur du sprint, sur de la vélocité, sur de la force-vitesse, ce genre de choses. Et j'ai besoin de savoir, de quantifier ce que je fais. Un outil de prescription était en fait indispensable. C'était comme une calculette, comme mon propre GPS en fait que j'avais au cabinet et j'étais capable de savoir ce que j'avais mis dans les pattes de mon patient. C'est comme ça que tu fonctionnes un petit peu aussi. Ouais, je te rejoins complètement. Juste, j'aime bien poser la base aussi de se dire que vous êtes tous kinés ou pas? Ouais. Tu fais quoi? Étudiant, mais t'es étudiant kiné. En fait, il faut savoir en course à pied, en tout cas, parce que moi je vais parler de course à pied là, il y a 80% des gens qui n'ont pas besoin d'exercice à la maison. On les voit en bilan et pourquoi je les revois à 10 ou 15 jours? Parce que souvent c'est juste de la réadaptation de l'entraînement. En fait, tu lèves l'intensité à ton entraînement ou tu rajoutes juste du volume, etc. Et j'aime bien ce passage de, tu vois, je le vois à 10 jours. Ouais. Une fois qu'on a changé les critères de l'entraînement, les données de la science et de mon expérience, c'est à peu près 7-8 patients sur 10 qui n'ont pas besoin d'exercice derrière. Et à 10 jours, s'ils ont besoin des exercices sur une tendinopathie un peu chronique qui est sur le long terme, là, il faut qu'on soit des foudres de guerre sur la prescription d'exercices. Ouais. Le jour où j'ai compris que j'étais capable de soigner des patients à distance, ma pratique elle a fort changé. Ça m'est arrivé de soigner des gens par chez toi d'ailleurs et de les avoir en consultation et juste à distance donner le bon programme, le bon dosage. Et je les revoyais à plusieurs semaines en téléconsultation encore une fois. Je n'avais jamais mis les mains sur eux. On est en plein dans le hands-off à fond et pourtant ils n'avaient simplement juste besoin de la bonne série, de la bonne quantification en termes de charge, du bon temps de repos et de la bonne exécution. Et je pense que notre pratique continuera de changer. Quand je suis tombé sur ces outils-là, et en tout cas sur Andrew, ça a révolutionné aussi ma façon de faire aussi au cabinet. Et puis on avait aussi peut-être besoin de quelque chose d'assez didactique, facile pour les patients. Tu as parlé d'adhérence thérapeutique. Donner des exercices à ces patients sur une plateforme, c'est canon. C'est vraiment hyper sexy. Et moi, je sais qu'ils adorent. Je discute de ça tous les jours aussi avec eux. C'est particulièrement top dans ma pratique. C'est assez valorisant pour eux, pour nous. Donc, j'allais pas mettre le mot peut-être aujourd'hui sur l'alliance thérapeutique, mais en fait, on y est totalement là-dessus. Ouais, c'est hyper important. Je pense qu'on peut prendre un exemple concret. Oui. Ça vous va si on prend une tendinopathie d'Achille? Oui. Sur une tendinopathie d'Achille, pour le coup, je me permets de lancer le truc, mais il y a des prescriptions d'exercice. On a plusieurs protocoles qui sont quand même répertoriés dans la science, de haut niveau pour l'efficacité. On a soit HSR en charge, donc protocole de charge avec des exercices avec du matériel, soit protocole Alfredson sur des répétitions où on est là en fait et on va finir en bord de step et on va aller mettre de la répétition tous les jours comme ça. Moi, historiquement, c'est vrai que les plateformes, enfin les outils comme Andrew ou d'autres qui existent de prescription d'exercice, je les utilisais pas forcément au début. Et je filmais mes patients avec mon téléphone. Puis une fois que mon téléphone avait plus de mémoire et que en fait dans mon historique, quand ma nana elle regardait mon téléphone et qu'elle voyait que mes patients, je me suis dit il faut trouver une autre solution. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Pour la petite anecdote, moi effectivement je faisais ça au tout début, hein. C'était avant de vouloir créer Andrew. Et je me suis retrouvé dans des situations où des patients me demandaient de supprimer leurs photos ou leurs vidéos et que je fasse un screen vidéo du fait que je supprime leurs photos ou leurs vidéos parce que souvent ils étaient en short, torse nu et ça posait une problématique légale et c'est là où j'ai commencé à réfléchir, à me dire mais comment on pourrait arriver à amener cette programmation ou cette prescription de manière plus sécurisée, plus saine et que le patient se sente complètement dedans. Donc il y a une possibilité, hein, c'est prendre le téléphone du patient et de filmer le patient et comme ça lui peut voir sa progression aussi. Donc ça c'est faisable. Vous avez, du coup j'avais une compétence de filming sur tous les téléphones possibles et inimaginables après. Et ce qui peut être intéressant aussi d'aborder, tu reviendras pardon, sur la partie de la rééducation, c'est aussi sur cette côté adhésion thérapeutique. C'est intéressant de leur donner des exercices, mais de leur expliquer pourquoi et comment ça peut être intégré, reçu, mais surtout comment ils le retiennent à la fin. Parce qu'on sait que 80% de ce que vous dites au cabinet, ça va être oublié
ou alors vraiment transformer, on va vraiment plus avoir la même information que nous a passé le thérapeute. Le patient qui a fait sa consultation chez le kiné et qui voit sa femme le soir pour lui faire un débrief de ce qu'il a fait, on a une chance sur deux pour qu'il lui raconte quelque chose de complètement à côté de la plaque. Donc on peut reprendre peut-être ta rééducation. Tu vois, ce qui est rigolo, c'est qui c'est dans la salle qui filme leurs patients? Qui c'est qui filme les patients? Ouais, donc allez, on va dire la moitié. Moi, j'ai fait pareil. J'ai filmé après avec leur téléphone. Et puis ensuite, j'ai intégré les consignes vocales en parlant en même temps dans le téléphone. Hyper important parce que les consignes, ils les perdent. Donc, je répète les consignes vocales sur leur téléphone. Après, j'ai utilisé une appli qui fait un serveur externe qui s'appelle Fideo. Je ne sais pas si tu connais Fideo. En gros, ça évite de l'avoir sur les téléphones. Et Fideo est intéressant parce que vous pouvez filmer en auto-exercice et puis vous avez le petit logo de votre cabinet, ça renvoie sur un outil. Mais c'était tout le temps sur mesure et à chaque fois ça vous fait perdre du temps parce que vous dites la même chose à des personnes différentes, mais vous répétez le truc et le step au-dessus, bah, ça va être des outils de prescription d'exercice de ce style-là, quoi. Il y a un tas de choses là-dessus, en plus de la prescription aussi. Des fois, je n'ai pas le temps de tout faire au cabinet. Il y a un souci de temps. Pour revenir sur l'exemple de la tendinopathie d'Achille, je vais plus me focaliser sur en fait, un bon bilan et commencer à ça. Et je ne sais pas vous, mais moi, un bon bilan, ça prend facilement 1 heure, si ce n'est plus aussi. Et d'un coup, je me retrouve aussi un peu dépourvu sur le fait que je n'ai pas forcément donné directement mes exercices. Et je n'ai pas envie de passer une séance aussi à montrer des exercices. J'ai envie qu'il les fasse. Faire ces exercices parfois au cabinet, quand ça va vite, ce n'est pas forcément comme ça que je vois les choses aussi. Je préfère me dire, OK, quel médicament il lui faut, faire un bon bilan, et dans ce cas-là, après, donner le bon médicament, quels bons exercices il doit prendre, il doit faire aussi. Ce genre d'outils m'a permis aussi comme tu as parlé d'HSR, et de ce genre de protocole, m'a permis de mettre tout mon savoir en ligne. Et tout ce savoir-là, je l'ai numérisé, que ce soit sur tu parles du tendon d'Achille, on va rester sur celui-ci. Il y a un questionnaire qui est le Visa A, qui est à donner pour ces patients qui ont des tendinopathies achilléennes. Eh bien, je donne directement sur ce genre d'outil, l'application, je donne en papier une version à me remplir. Et pour la prochaine fois, je regarde un petit peu comment ça s'est passé, ce qu'il a évolué. C'était des facteurs de douleur, des facteurs de mobilité, de gêne au quotidien, sur des activités de la vie quotidienne. Et en fait, ce genre d'outil révolutionne ma pratique parce que ça me fait gagner du temps. Et je suis persuadé qu'autour, tout le monde, on a besoin de temps. Pour nous, pour nos autres patients, pour notre pratique, j'imagine, en libéral aussi, mais nous, personnellement, c'est le plus important aussi. Surtout, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de comprendre ce que pense votre patient et de passer du temps en face-to-face avec lui. Effectivement, passer du temps avec lui pour lui montrer, ajuster ses exercices, ça a une importance sans nom, mais de pouvoir comprendre ses croyances, savoir ce qui est limitant chez lui, dans quel cadre de vie il est, est-ce qu'il y a des facteurs contextuels qui changent, qui modifient la manière dont il s'entraîne, la manière dont il s'est blessé. Ces choses-là, vous le savez aujourd'hui, j'enfonce une porte ouverte, mais ces choses-là, elles sont extrêmement importantes. Donc, gardez du temps, vous, pour vous retrouver en face de votre patient et amener ces sujets-là. Et on sait que sur ces patients sportifs ou des patients chroniques, même principe, tout ce que vous allez diffuser, 80% de ce que vous allez diffuser sera oublié. Donc il faut qu'il y ait un support pour pouvoir continuer à pérenniser tout ce que vous avez donné. Les patients chroniques, alors moi j'adore la douleur chronique, c'est des spécificités sur lesquelles je suis formateur. On sait que ces patients chroniques, au niveau du lobe frontal, ont une déficience et que tout ce qu'on va leur amener comme information, il va falloir le répéter 3 ou 4 fois plus qu'un patient lambda. Donc là, on sort un petit peu du patient sportif, mais cette information thérapeutique ou cette éducation thérapeutique, elle a vraiment son importance, et même sur la manière dont il perçoit son corps quand il va faire ses exercices ou quand il s'entraîne. Et donc, je pense que tous ces sujets-là, il est assez vaste à explorer également. Sans support, c'est dur. Je ne sais pas comment tu utilises l'outil un peu au quotidien ou avec tes patients. Est-ce que c'est plus de la programmation que tu fais ou c'est de la bibliothèque d'exercices? Tu fonctionnes comment? Moi, je pars du principe qu'il faut être hyper simple. Et donc, en fait, il faut connaître les critères d'adhérence thérapeutique. Je reviens à ça. Et tu vois, les critères d'adhérence thérapeutique, c'est la règle des 3 exos. Pas plus de 3 exos. Moi, j'en donne 5. Pour créer de l'adhérence, j'en donne 5 et je lui dis il faut que tu en choisisses 3 parmi les 5. Donc il y a un rôle d'acteur, il peut créer une diversité aussi derrière. C'est cool. Mais du coup 5 exos, t'en fais 3 tous les jours parmi ces 5 exos là.
Premier truc. Et deuxième truc, on va parler peut-être dans les 10 dernières minutes qui nous restera des consignes qu'on donne dans ces exos-là. Et je mets vraiment, pour moi, l'accent sur les consignes qui sont derrière. Genre tempo, qu'est-ce que le tempo, qu'est-ce que l'irritabilité qu'on doit avoir, qu'est-ce que la douleur. Est-ce que parmi vous, il y en a qui prescrivent avec du tempo? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est? L'irritabilité, est-ce qu'on donne de l'irritabilité? Tu es formé sur le sujet ou pas du tout? Voilà. Donc, tempo, irritabilité, est-ce qu'il y a d'autres consignes qui sortent de la formation initiale que vous avez tendance à donner? Tiens, je te donne le micro. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu donnes en plus que le tempo et l'irritabilité? En général, déjà, irritabilité, contexte de douleur, amplitude, mobilité, qui ne sont pas dans des zones de douleur, tempo un maximum, c'est déjà les consignes, comme disait justement le confrère. Moi, c'est le plus gros des pavés, c'est la consigne en général, où je vais vraiment la personnaliser. Et c'est quoi l'irritabilité pour toi? Juste parce que moi, j'aime bien tu vois, quand on dit pain au chocolat et chocolatine, on mange la même chose. Chocolatine. Voilà, mais moi, je dis pain au chocolat. Mais si toi, tu parles du pain on avec des trucs de chocolat, tu vois, qu'on ne parle pas le même langage. En fait, le mot irritabilité, parfois, on dit, est-ce que c'est l'augmentation de la douleur? Est-ce que c'est ta capacité à... Enfin, tu vois, c'est quoi l'irritabilité? Pour moi, l'irritabilité va commencer à partir du moment où tu as une douleur qui persiste sur une amplitude. Je ne vais pas forcément aller chercher une augmentation de la douleur dans son exercice, mais par exemple, si... Prenez l'exemple des pointes de pied. Si tu sais que quand tu dépasses un peu trop ton amplitude d'extension, tu es sur une douleur systématiquement dans cette amplitude-là, arrête-toi un petit peu avant pour éviter d'aller chercher une irritabilité du coup de ton tendon. Est-ce que c'est ça l'irritabilité? Damien, vas-y. Il peut y avoir plusieurs définitions, hein, mais l'irritabilité, c'est quantifier l'acceptabilité de douleur, pour moi. C'est-à-dire que cet exercice, il peut amener une douleur à cette cotation. Mais il peut y avoir plein de définitions possibles, hein. C'est une définition que j'en donne. Et il y a une chose importante, je ne sais pas si vous avez vu sur les patients arthrosiques qui ont des douleurs de genoux, sur ces patients, quand il y a une douleur quand ils font l'exercice, eh bien, on a des meilleurs résultats sur les patients qui ont des petites douleurs quand ils font les exercices que les patients qui ne vont surtout pas chercher la douleur quand ils font l'exercice. Donc on est en train d'éduquer la carte corticale, hein, au niveau cérébral, que cette douleur est acceptable parce que le mouvement est faisable. Donc il n'y a plus besoin d'avoir ce système d'alarme qui est la douleur. Donc il y a des petites choses intéressantes comme ça, et c'est pour ça qu'on peut amener une acceptation de la douleur sur certains exercices. On se base sur celle-ci pour tous nos protocoles, je pense. Et même à distance, il faut se baser forcément aussi sur cette irritabilité, sur de la douleur, sur ça. On reçoit souvent des alertes de douleur des patients sur certains exercices. Pour finir sur l'irritabilité, est-ce que tu as une définition différente? Ouais, un petit peu, je ne suis pas 100% d'accord. Ouais. Ah. Mais tu partais sur autre chose? Ouais, non, vas-y. En fait, prenons l'exemple de la tendinopathie d'Achille. On supporte un niveau de douleur. On sait que sur nos échelles, le niveau de douleur est supportable pendant un exercice, c'est de 3 à 5 sur 10. On est d'accord? Donc là, c'est le niveau de douleur. L'irritabilité, c'est ta capacité à avoir une incohérence entre ton mouvement et l'intensité de la douleur qui va arriver. Mettons, tu vas avoir un patient qui a une douleur depuis 6 mois, il va faire 2 mouvements comme ça, il va être à 6 sur 10. Genre, c'est pas normal que ce patient-là, sur 2 mouvements, il monte à 6 sur 10. Ça, c'est un patient qui est irritable. Et donc, un patient qui est irritable, c'est différent du militaire qui va avoir faire 100 fois ça et qui va être à 6 sur 10. Et là, il a une irritabilité très faible, pourtant, ils ont le même niveau de douleur à la fin. Et donc, du coup, on différencie bien l'irritabilité du niveau de douleur qu'on a le droit d'atteindre dans l'exo. Tu vois la petite nuance, voilà, je pense. Ouais, ça te parle ou pas? Et tu vois, moi, ce qui me gêne, et j'ai pas du tout le même protocole thérapeutique avec quelqu'un qui fait 2 mouvements comme ça et qui monte à 3 sur 10 de douleur au bout de 2 mouvements versus quelqu'un qui monte à 30 reps et qui est à 3 sur 10 ici. Et toi, tu parlais plutôt de l'angulation à partir de quand la douleur elle est arrivée. Mais moi, le triathlète, je lui mets 6 sur 10 et le militaire, je lui mets 0 sur 10 dans cette consigne.
Ouais, ce que tu dis, c'est vrai, et t'as pas raison, j'ai tort ou inversement. Je pense que c'est juste important qu'on parle pain au chocolat, chocolatine. Tu vois, on parlait pas du même truc. On parlait du pain avec du chocolat que tu vendais à côté, quoi. Et vous êtes d'accord, les gars, sur ma définition ou pas? Oui, oui, ouais. Mais je rajouterais qu'il faut aussi parfois faire la part des choses sur une douleur qui n'est pas forcément aussi une atteinte d'une structure et avoir ce discours-là aussi avec les patients. C'est pas parce qu'il y a forcément un message douloureux que c'est forcément délétère aussi au niveau anatomique. Ouais, et puis tu vois, forte irritabilité, bah, c'est quelqu'un qui va, si c'est chronique dans le temps, et bah, ça sera plus un traitement médicamenteux qu'un traitement qui va aller tendre vers nos exercices. Finalement, ça passe hyper vite. Est-ce qu'on peut parler de tempo? Parce que Ouais. visiblement, c'était pas quelque chose qui était très connu chez tout le monde. Ouais, bah, j'introduis, puis tu... Ouais, vas-y, sur l'exemple de la tendinopathie d'Achille, on peut continuer là-dessus. Trop bien. L'important sur la tendinopathie d'Achille, sur le tendon, c'est le temps sous tension. On est d'accord avec ça? En fait, on fait tous le même exercice. Que je fasse ça ou ça n'a rien à voir. Le tendon, il va progresser si on met un temps sous tension important. Dans la prescription d'exercice, vous mettez Andrew, même exercice, et tout, votre patient dit ouais, j'ai bien fait l'exercice, mais aucune efficacité, ça marche pas ton truc. Et j'ai pas dit la phrase d'après. Et ben, en fait, le temps sous tension, si le mec il te fait les exercices comme ça, et ben, il est proche de zéro. Donc du coup, on n'a aucune efficacité sur l'outil, en fait, sur le tendon dans l'exercice, quoi. Sauf qu'il y a le tempo sur Andrew. Oui, bien sûr, bien sûr. Je parlais de si on ne s'occupe pas du tempo, le Mais- temps sous tension c'est 3 secondes. Mais je crois que en fait, il faut qu'on explique ce que c'est le tempo. Ok. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est le tempo. Bah, tempo, c'est tu mets une cadence. Je te dis, ouais, voilà. Vas-y. J'allais dire 1, 3 et 2. Alors vas-y, je le fais si tu veux. Allez. C'est une mesure avec. La plupart du temps, le tempo, on le voit écrit avec des slash, des chiffres et puis des slash. Donc là, je t'ai dit 1, 2 et... Non, 1, 3 et 2. Bah, allons-y. 1, 2, 3, 1, 2. Et on répète. Là, on est sur un tempo. Maintenant, il faut se poser la question pourquoi, dans quel intérêt. Ah, on lui refait. On te l'a pas vu si tu veux. Non, on te le refait, c'est ça, si tu veux. Ok, j'avais parlé d'un tempo 1, 3, 2. On y va? Ouais, mais là je pense. Vous voyez tous là ou pas? Si je me casse pas la gueule, normalement c'est bien. Donc c'est 1 à la montée, 3 à la fin du mouvement en montée, 1, 2, 3, et 2 secondes à la descente. Ça c'est un tempo. Ok. Ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir une mesure sur du temps, intéressant sur un temps de contraction concentrique, sur un temps isométrique et sur un temps excentrique. On peut même aller aussi sur d'autres modèles, mais quand on est sur une tendinopathie d'Achille, c'est important de travailler sur du tempo comme ça. Voilà la définition. Et le temps sous tension, Ouais. le temps sous tension de la tendinopathie d'Achille sur cet exo, le plus important, c'est d'avoir lent et lourd. Lent, en fait, nous on dit 3 secondes, 3 secondes. Et est-ce que tu mets de l'isométrique au milieu, toi, ou pas? Oui, ça dépend pour quel patient, ça dépend pour quel intérêt et tout ça. Mais sur certains protocoles, oui, ça peut m'arriver aussi. Qu'est-ce que tu as dit? Du coup, je disais, il y a 4 phases normalement si je ne me trompe pas, dans les tempos. On a généralement la phase excentrique indiquée en premier, tu as l'isométrie en étirement, la phase concentrique et l'isométrie en contraction. Et du coup, c'est pour ça que je voulais savoir pourquoi toi, là, tu n'as donné que 3 chiffres, si c'était volontaire, parce que tu voulais pas du tout de phase... Pour faire simple. Pour Ouais. faire simple. Ok, du coup, je t'ai foiré le plan. Mais oui, en tout cas, j'ai les mêmes slash et les mêmes chiffres dans cet ordre-là aussi dont tu as parlé, ouais, en tête également. Ouais. Et donc, du coup, En général, sur le tempo, quand tu donnes pas les autres, c'est que c'est zéro, quoi. Ouais. Bien sûr, ouais. En fait, tu as les 4 slash et tu peux remplir 2. En général, c'est 3, mais tu peux remplir 4, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais je pense que j'aime bien le côté... là, il nous reste 2-3 minutes, on va faire un résumé de ce qui est important. Ça vous va? En fait, la prescription d'exercice, on a essayé de vous la vendre. On parle d'Andrew, mais en fait, on s'en fout d'Andrew. Dans la réalité, c'est qu'est-ce que l'intérêt dans notre pratique quotidienne. Donc nous, on a aussi une activité un peu spécifique, je pense, qui fait peut-être qu'on est un peu plus précurseur que d'autres sur ça, mais c'est pas grave, en fait, c'est en fonction de notre activité. Et après, il y a les critères dans cette prescription d'exercice qui sont hyper importants, que je vais te laisser peut-être répéter.
Dans la prescription d'exo, de façon générale? Ouais, qu'est-ce que tu vas dire à tes patients sur irritabilité, douleur, tempo par exemple? La première Ou chose, autre c'est que je veux qu'il les fasse. Et l'autre item qui m'intéresse de mon point de vue le plus, c'est la charge. Je voulais avoir un outil aussi où je pouvais quantifier, et je répète encore ce mot-là depuis tout à l'heure, mais quantifier du volume, de l'intensité ou de la charge était hyper important aussi dans ce que je voulais mettre en place aussi avec eux. J'étais sûr que dans mon protocole, j'avais atteint gentiment ma résistance maximale, j'avais atteint ce que je voulais faire aussi avec mon patient, que son médicament, il l'ait pris jusqu'au bout. Donc j'avais besoin d'un temps de repos, j'avais besoin aussi de cliquer sur un onglet et de faire défiler de la charge, j'avais besoin de faire fonctionner jusqu'à l'échec, parce que je ne savais pas peut-être à distance où il était capable d'aller. C'est pas parce que je le charge à 40 kg sur les épaules sur du squat qu'il est forcément capable de m'en faire 12, ou peut-être qu'il est capable de m'en faire 20. Donc une fonctionnalité jusqu'à l'échec devait être aussi à mettre, je l'ai. Et je sais qu'avec ce genre d'outil-là, je fonctionne aussi bien et avec de la précision. Donc la charge était peut-être à rajouter aussi beaucoup là-dessus dans les facteurs. Mais finalement, est-ce que tu penses que si on dit aux gens tu vas jusqu'à une douleur à 3 sur 10, est-ce qu'on est obligé de leur dire finalement tu vas jusqu'à cette charge-là? Est-ce que tu dis si tu n'as pas 3 sur 10, tu peux charger plus? Moi, c'est ce que j'aime bien quand même aller. Oui, tu vas jusqu'à l'échec. Que la douleur reste un marqueur singulier de progression et ou freiner, ou alors dans ce cas-là, on peut continuer. Oui, bien sûr. Ouais. Après, je demande, on est sur une tendinopathie d'Achille, on parle de quelque chose de très réactif, réactionnel. Moi, je demande toujours 24 heures, 48 heures après, comment tu t'es senti. Bien sûr. À distance, c'est hyper important sur ce genre de pathos, si on reprend le même exemple. Donc souvent, après ce genre de traitement ou alors ce genre d'exercice qu'il fait sur la plateforme, le lendemain, c'est un jour de repos avec un questionnaire un peu dedans. Ou alors un visa A pour revenir sur la même chose. Ou alors comment tu t'es senti aussi 24 quoi. Est-ce que tu as des raideurs le matin? Ce genre de choses. Tout ça peut être agrémenté dans l'outil. Tout ce qu'on veut y mettre peut y être. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Je voulais fonctionner comme je voulais travailler au cabinet, mais à distance. Ouais, et puis ma conclusion sur le tendon d'Achille à moi, c'est les marqueurs, c'est 3, 4 sur 10, 5 sur 10 pendant l'effort, en fonction du profil du patient que tu as. Il faut que la douleur elle disparaisse 1 heure après l'effort, et il ne faut pas une augmentation des raideurs matinales le lendemain, tu vois. Ouais. Donc on se rejoint finalement sur ce que tu disais. Ça, c'est des marqueurs de dire, en fait, est-ce que j'en ai trop fait la veille? Et du coup, tu recharges après si la raideur matinale n'a pas augmenté. Ouais, la réponse, elle est d'or. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on se quitte, tous? Sur la programmation, les outils d'exercice. Damien, le mot de la fin? Merci tout le monde. C'est l'heure du champagne. Ah, on fait un apéro ce soir. On fait un apéro Andrew. C'est gratuit, bien évidemment. Il n'y a pas d'entrée payante, en tout cas. C'est sur la péniche Anetka, avec la piscine olympique sur le toit. Si vous ne connaissez pas, c'est magnifique. Voilà, donc vous êtes les bienvenus à l'apéro Andrew, en tout cas. Et merci pour votre présence. Merci.